La femme dont on va parler aujourd'hui est une pionnière de l'informatique et a permis à Armstrong, Collins et Aldrin de se poser sur la Lune le 20 juillet 1969 au cours de la très célèbre mission Apollo 11. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire formidable de Margaret Hamilton. Margaret Hayfield Hamilton naît le 17 août 1936 dans une toute petite ville appelée Paoli, dans l'Indiana, aux États-Unis. Elle est la fille de Kenneth Hayfield, qui est philosophe, mais aussi poète, et de Ruth Esther Hayfield, qui, elle, était professeure. Dès son plus jeune âge, elle adore l'école et se passionne pour les mathématiques. Pas comme moi, quoi, voilà. Elle est excellente élève, peut-être aidée par sa mère, qui était prof. Ça doit aider un petit peu. Toujours est-il qu'elle fait ses études tranquillement, elle fait ses études secondaires à la Hancock High School en 1954 et elle va étudier les mathématiques à l'Université du Michigan en 1955. Elle aura son diplôme 3 ans plus tard en 1958, un Bachelor of Arts de mathématiques, l'équivalent globalement d'une licence Bac+3 chez nous en France. À l'époque, un Bac+3, c'est déjà un gros niveau. En plus, c'est une femme dans une Amérique très patriarcale où les femmes étaient plutôt encouragées à rester à la maison ou à la cuisine plutôt que de faire des études. Nous sommes en 1958, en pleine guerre froide entre les deux blocs. À l'ouest, les États-Unis, et à l'est, le bloc soviétique. Une époque de l'histoire où, après le blocus de Berlin ou la guerre de Corée, les deux grandes puissances de l'époque vont s'opposer idéologiquement, mais sans jamais en arriver à une confrontation directe. C'est ainsi que le bloc soviétique a gagné une première bataille technologique avec une avancée qui a eu lieu 1 an auparavant, en 1957, et qui va être liée à l'histoire indirectement de Margaret, Sputnik. Sputnik est le premier satellite artificiel, forcément, de l'histoire lancé par l'URSS. Jamais auparavant on avait réussi à lancer un objet et à le mettre en orbite autour de la Terre. À ce moment-là, Margaret ne sait pas que quelques années plus tard, elle ferait partie des génies qui allaient permettre à l'homme de marcher sur la Lune. Alors en termes de carrière, elle commence au MIT. Le MIT, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Massachusetts Institute of Technology et c'est une université privée de recherche forcément liée à la technologie. Université où un certain Buzz Aldrin a étudié, mais nous y reviendrons plus tard. Au MIT, elle travaille pour un certain Edward Norton Lawrence. Alors Norton, il n'y a aucun rapport avec l'antivirus, mais Edward a travaillé toute sa vie pour faire des recherches dans la météorologie, pour améliorer les prévisions météorologiques. C'est dur à dire, météorologie. Bon bref. C'est à Edward Norton Lawrence qu'on doit la théorie de l'effet papillon. Le fait qu'il est très compliqué de prévoir la météo à plus d'une semaine car une seule petite perturbation quelque part sur la planète peut avoir des conséquences imprévisibles plus tard. J'ai résumé, mais ça se base sur la théorie du chaos et la formulation exacte de l'effet papillon qu'il a exprimé lors d'une conférence en 1972 était « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas ». Bref, revenons avec Margaret, elle travaille avec Edward Norton Lawrence du coup, notamment sur des ordinateurs PDP-1. Je vous fais voir la tronche de l'ordinateur, on est dans les prémices de l'informatique, Vous voyez ce que je veux dire? Elle va notamment travailler sur le programme SAGE. C'était un projet de défense militaire, le Semi-Automatic Ground Environment, SAGE. En gros, un programme informatique capable de détecter, on va dire, et de suivre les avions, mais depuis le sol. Elle a travaillé sur un autre modèle d'ordinateur, cette fois-ci le AN-FSQ7 de la société IBM. À ce titre, et alors que vous voyez actuellement la page Wikipédia de l'ordinateur en question, sachez que j'ai trouvé une petite pépite sur internet dont je ne suis pas peu fier. Un site franchement énorme comme on n'en fait plus, ça s'appelle Staring the Computer, c'est pas du tout sponsor, et ça référence les ordinateurs un peu connus dans les films. Voici un exemple d'ailleurs des ordinateurs AN-FSQ7 qu'on a pu voir au cinéma, et à chaque fois des petites étoiles pour juger du réalisme, de l'importance dans l'histoire ou de la durée d'affichage à l'écran. Bon, bref, vous m'avez compris, le AN-FSQ7, vous l'avez vu sans le savoir des milliers de fois. Toujours est-il qu'elle travaille sur ce genre
de modèles, sur ce genre d'ordinateur pour avancer pour le programme SAGE. On est dans la défense militaire. Elle travaillera sur place pendant des années avant de rejoindre en 1961 un autre laboratoire du MIT qui préparait une mission qui allait bientôt changer le monde. Elle va travailler pour la NASA. Voilà, c'est bon, NASA quoi. Voilà. En fait, elle n'est pas embauchée par la NASA, elle travaille toujours pour et au MIT, mais elle devient directrice de la division logicielle. En gros, elle supervise l'ensemble des développeurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, à l'époque, est simple, créer le logiciel embarqué pour les missions Apollo, permettant notamment la navigation et le contrôle des différents modules internes. Autrement dit, si tu as un bug en pleine orbite de la Lune, c'est pas facile de patcher le truc à distance, tu vois ce que je veux dire? Ça a intérêt de bien fonctionner, faut pas qu'il y ait de bug, quoi. Voilà, tu vois, bon. T'imagines un peu la mission, le niveau de complexité du truc, et surtout, pas le droit à l'erreur, quoi. Alors, elle expliquait plus tard les difficultés qu'elle avait rencontrées, notamment, elle a parlé de la gestion des erreurs de son programme. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr qu'on appellerait ça une IA, mais pour la petite histoire, il y a eu à un moment donné, sur la mission Apollo 11, une surcharge de données, en mode l'ordinateur ne va pas réussir à tout gérer en temps réel, il y a trop de données qui arrivent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir une latence, et du coup, dans les commandes, ça peut causer un crash, parce que si ça met 3 secondes à avancer un vaisseau, alors qu'on a appuyé, qu'on fait ça bouge pas, bref, vous m'avez compris, ça aurait été un crash. Margaret et son équipe avaient imaginé une gestion des erreurs en temps réel. En gros, les fonctions vitales du vaisseau étaient toujours gérées en premier, en priorité. En gros, si la radio ne fonctionne pas 3 secondes, c'est pas grave, on va répéter le message. Mais la navigation, par exemple, fonction essentielle, ne doit jamais avoir la moindre latence. On doit aussi jamais perdre l'altimètre ou des éléments comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était déjà un travail de fou d'y avoir pensé, c'est quand même la base. Alors, grâce à son travail et grâce à son équipe, elle n'était pas toute seule. Je ne vais pas vous apprendre non plus que la mission Apollo 11 fut un succès. Les hommes sont allés sur la Lune, oui, je vous assure. Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin ont bien réussi à se poser sur la Lune et certains sont même descendus, ont marqué l'histoire à tout jamais, l'histoire spatiale. Sans le travail de Margaret, la mission aurait eu de grandes chances d'échouer. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même, plus tard, et même des gens à la NASA. Au moment où j'ai préparé cette vidéo, Margaret est toujours en vie, elle vient d'avoir 88 ans, et son impact sur les missions Apollo est aujourd'hui encore reconnu dans le monde entier. Ready for takeoff. Alors, l'actualité, si je puis dire, de Margaret Hamilton ne s'est pas arrêtée en 1969 sur les premiers pas de l'homme sur la Lune. De 76 à 84, elle sera la PDG de l'entreprise Higher Order Software, HOS, et grâce à son expérience acquise pour la mission Apollo 11, elle créera avec le cofondateur de sa société le programme Use.it ou Use.it, un programme qui servait à tout un tas de développeurs pour améliorer la détection d'erreurs et potentiellement les corriger, un peu comme avec la navette sur Apollo 11. Cela permettait aussi d'automatiser certaines étapes de développement ou enfin de modéliser ou de simuler le comportement des systèmes logiciels avant leur déploiement. Un outil très utile pour les développeurs et très important à l'époque. Plus tard, en 1986, elle créera même sa propre entreprise, la Hamilton Technology, elle s'est pas emmerdée pour le nom, avec un nouveau langage de programmation appelé l'USL et son environnement associé, le 001 Tool Suite. Elle travaillera pour de gros clients que vous connaîtrez certainement, l'opérateur AT&T, Boeing, Compaq, HP, IBM, Motorola, l'US Air Force, l'US Army, l'US Navy. Bon, j'arrête là, vous avez compris que c'était pas des petites boîtes, quoi. Tout le monde s'accordera pour dire qu'elle a énormément compté, qu'elle a vraiment beaucoup œuvré pour le monde de l'informatique en général. Et il y a genre un mois, je ne savais pas qui était cette dame, quoi, tu vois. Pour l'anecdote, il faut savoir aussi qu'en 1960, c'est elle qui a inventé le concept, le terme de génie logiciel ou de software engineering.
en anglais, pour donner une certaine reconnaissance aux développeurs de logiciels qui n'étaient pas mis en avant au préalable par rapport aux vrais ingénieurs, on va dire historiques, matériels. Vous voyez ce que je veux dire? Le génie logiciel, c'est l'excellence du développement avec des procédures, des normes, du contrôle de qualité, une vraie reconnaissance de professionnels. Et aujourd'hui, on utilise le terme de génie logiciel grâce à cette dame. En fait, pour que vous compreniez bien, elle a vraiment compté. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a été une pionnière. C'est une, voilà, elle pèse dans le game. Elle a tellement compté qu'elle a reçu des récompenses vraiment prestigieuses. La NASA lui a ainsi donné le plus grand prix en termes d'argent jamais donné à quelqu'un, 37 500 $ pour le titre de fait exceptionnel pour la conquête spatiale. Barack Obama, juste lui, lui a remis la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine, l'équivalent de la Légion d'honneur chez nous, vous voyez ce que je veux dire. Et un dernier exemple, Google, qui pour célébrer les 50 ans de l'alunissage d'Apollo 11, a rendu hommage à Margaret Hamilton en orientant les miroirs de son usine solaire d'Ivampa pour faire une image de Margaret. La classe, non? Enfin, je veux dire... Peut-être qu'un jour, Google fera un truc pour faire l'image de Jérôme de sa... Non, on fera jamais ça, non. Bon, désormais j'en suis sûr, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette pionnière de l'informatique. En description, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Utilisez l'espace commentaire pour me proposer des personnes qui potentiellement mériteraient une vidéo comme celle-ci. Je compte sur vous parce qu'il y en a plein à parler. Est-ce qu'on parle de Bill Gates, de Linus Torvald? Est-ce qu'on parle de... Bref, c'est à vous de me donner des idées et soyez créatifs. Utilisez la zone commentaire pour tout ça. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser pour la prochaine. Est-ce que ce concept vous a plu? C'est à vous de me le dire. Si ça vous a plu, il y en aura d'autres. Si ça ne vous a pas plu, je sais pas. Il y en aura peut-être d'autres quand même. J'en ai rien à faire. Merci à vous. Et comme le veut la tradition, je vous dis salut, bande de noobs.